toute l'Europe qui étouffe sous cette chaleur. Pour en parler, Françoise Vimeux est avec nous. Bonjour, vous êtes climatologue et directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Alors, une bonne partie de l'Europe est soumise à des chaleurs intenses avec des températures inédites. Est-ce qu'il y a des projections pour les années à venir? Quel sera le rythme de ces canicules extrêmes? Oui, alors on sait que ces canicules extrêmes, avec le changement climatique, elles vont être plus fréquentes, elles vont être plus intenses, et puis aussi elles vont être plus précoces, arriver plus tôt dans la saison et aussi plus tardivement. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas être surpris d'avoir des canicules au mois de juin ou même au mois de septembre. Et en termes de température, les projections que l'on a, par exemple, dans 25 ans, à horizon 2050, eh bien, c'est que les étés 2022 et 2003 qui étaient exceptionnels lorsqu'ils sont arrivés seront des étés normaux et pendant ces étés, on aura des vagues de chaleur encore plus fortes de 1, 2 à 3 degrés par rapport à aujourd'hui. Françoise Vimeux, pour quelles raisons les climatologues s'accordent à dire que l'année 2025 est une année cruciale pour le climat? Alors en fait, je dirais que toutes les années sont cruciales pour le climat. Lorsque l'on dit ça, en fait, on pense à la conférence des parties, la COP30, qui va avoir lieu en fin d'année. On est 10 ans après l'accord de Paris. Il y a des études qui sont parues nous disant que l'accord le plus ambitieux de l'accord de Paris, c'est-à-dire ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement en moyenne sur Terre par rapport à l'ère pré-industrielle, n'est plus possible d'un point de vue de la physique du climat. Et donc là, vraiment, l'idée, c'est de revoir quels vont être les engagements des différents pays pour, si on n'arrive pas à ne pas dépasser 1,5 degré, ne pas dépasser 1,6, ne pas dépasser 1,7. Chaque dixième de degré compte quand on regarde les impacts du réchauffement climatique. Est-ce que c'est la crédibilité des États qui est engagée, qui sera testée à Belém durant cette COP30? Alors c'est la crédibilité, mais c'est aussi leur efficacité, leur capacité en fait à répondre à leurs engagements. En fait, on sait déjà que beaucoup d'engagements qui ont été pris lors de la COP il y a 10 ans et il y a 5 ans, tous les 5 ans, les engagements sont revus, normalement à la hausse. On sait que certains pays ont déjà des difficultés pour respecter ces engagements, probablement parce qu'ils donnent un objectif, mais ils ne donnent pas la trajectoire. Il ne donne pas la méthode, il ne donne pas les jalons pour arriver à ces objectifs. Donc c'est la crédibilité, mais c'est aussi la capacité, au fur et à mesure que le temps passe, pour tous ces pays, à respecter leurs engagements initiaux. Françoise Vimeux, est-ce qu'il existe des mesures à prendre immédiatement et qui seraient efficaces sans attendre des engagements chiffrés de ces États? Alors en fait, il y a deux piliers sur la lutte contre le réchauffement climatique. Le premier pilier, c'est bien sûr de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Elles continuent à augmenter. Tant qu'elles augmentent, le réchauffement augmente. Et on doit absolument atteindre la neutralité carbone pour stabiliser la température. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'adaptation. On voit bien en ce moment, en France et dans le sud de l'Europe, qu'on n'est pas du tout préparé à des événements extrêmes de chaleur. On a des rapports plein les armoires nous expliquant qu'on est très en retard sur l'adaptation, alors qu'on sait comment faire. En revanche, cette adaptation, elle a des limites. Au-delà d'un certain degré de réchauffement, il deviendra très difficile de s'adapter, de vivre, par exemple, dans certaines villes avec des températures qui, même en France, pourraient atteindre 50 degrés à l'ombre à horizon 2050. Françoise Vimeux, justement, vous parlez des villes. Est-ce qu'avec ces États qui se désengagent parfois ou qui ont du mal à avancer sur les actions à prendre, est-ce que les villes, finalement, sont en première ligne? C'est elles qui portent, finalement, la responsabilité de l'action climatique? Alors oui, les villes sont en première ligne parce que, bon, d'abord, on sait que la population urbaine est importante et les projections démographiques montrent qu'elle va que cette démographie dans les villes va augmenter dans les années et les décennies à venir. Elles sont en première ligne parce que ce sont des îlots de chaleur. Il peut y avoir des différences de température de l'ordre de 10 degrés entre le centre de Paris et la région parisienne lorsqu'il y a des vagues de chaleur à cause du béton, à cause du bitume qui emmagasine la chaleur et qui la relargue. On sait que des villes comme Paris et Lyon
vont être des villes qui vont être invivables dans les années à venir, pendant l'été ou même pendant le mois de juin si on ne fait rien. Donc oui, les villes sont en première ligne et c'est important de dire qu'on connaît les solutions. C'est la végétalisation, c'est faire rentrer l'eau dans les villes, c'est rénover les bâtiments privés et publics pour essayer de les protéger de la chaleur. C'est aussi changer notre manière de vivre, avoir des lois sur le travail, ne pas autoriser le travail en pleine chaleur pour les gens à l'extérieur, c'est revoir le calendrier scolaire, etc. Donc on a des solutions et les villes sont en première ligne. Merci Françoise Vimeux d'avoir répondu à nos questions.